Hello? John Brennan? Who is this? You're a f***ing loser. Who is this? How did you get this number? It was so f***ing easy, bro. You're such a d***. What do you want? I don't want anything. I already f***ing own you. How much do you want? We want $5 trillion. Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. De l'autre côté de l'Atlantique, dans une maison des West Midlands en Angleterre, un gamin de 15 ans est dans sa chambre, le téléphone toujours en main. Il n'en revient pas de ce qu'il vient de faire, il se fait appeler Kraka, et il adore fumer de l'herbe. En fait, il est défoncé en ce moment même. Il est aussi le leader de Crackers with Attitude. Lui et ses acolytes ont terrorisé et ridiculisé la sécurité américaine à un degré presque incomparable. Et voici leur histoire. Nous sommes en 2008, en Virginie. Voici Default, un adolescent américain assez typique. Il adore le foot, les jeux vidéo et s'oppose souvent à son père qui travaille pour le gouvernement. À un moment, Default commence à tricher dans ses jeux vidéo. Cela lui donne le premier avant-goût d'utiliser des ordinateurs pour faire des choses qu'on n'est pas censé faire. Il commence à apprendre tout ce qu'il peut sur le fonctionnement des ordinateurs, et surtout comment les faire plier à sa volonté. 2008 était une période excitante pour se lancer dans le hacking. Le groupe activiste décentralisé, Anonymous, était à son apogée. Si vous parveniez à entrer dans leur salon de discussion secret, vous aviez une place au premier rang pour voir leurs actions. Anonymous est l'un des plus grands groupes de justiciers en ligne. Des membres pirates des entreprises, ainsi que des gouvernements. Aujourd'hui, c'est un groupe de hacking mondialement reconnu. Le jeune Default est fasciné. Après avoir goûté à ce nouveau type de pouvoir, veut tout apprendre du hacking. Il commence à pirater des sites au hasard juste pour le défi, juste pour voir ce qu'il est capable de faire. Mais après avoir traîné un moment dans les salons d'Anonymous, il commence à trouver le groupe dangereux. D'une part, c'est infesté d'agents fédéraux, et surtout des gens se font arrêter, et il est difficile de savoir à qui faire confiance. Anonymous est devenu si gros que vérifier les gens devient compliqué. Il y a beaucoup de conflits internes et de doxing. Étant donné que c'est le seul groupe activiste connu de la plupart des médias, Anonymous reçoit souvent le crédit pour le travail d'autres hackers plus sophistiqués. C'est le bazar. Alors Default s'engage avec des groupes de hackers dissidents. L'un d'eux s'appelant AnonSec. Le groupe se positionne comme anti-Anonymous. AnonSec réalise des opérations de hacking qui ont parfois un but politique, et parfois juste pour troller. AnonSec est assez avancé et Default progresse sans cesse dans le jeu. Le groupe contrôle un botnet, un grand réseau d'ordinateurs infectés sous le contrôle de quelqu'un. On peut utiliser ces machines pour propager davantage de malware sur Internet afin d'agrandir le botnet, ou attaquer un serveur pour le surcharger. Default fouille dans le botnet d'AnonSec et devient curieux de savoir quels ordinateurs sont réellement sous contrôle. Il découvre qu'un des serveurs appartient à l'école de médecine canadienne, l'université de Windsor. Soudain, Default se retrouve avec un accès direct aux finances de l'université. Il affiche les dossiers d'étudiants qui doivent de l'argent à l'école. Tout s'additionne pour atteindre 9,4 millions de dollars. Et en bas de la liste, quelque chose de très tentant. Un bouton tout supprimer. Default se dit que ces gens pourraient vraiment apprécier de voir leur ardoise effacée. Certains d'entre eux doivent une somme substantielle comme 70 000 dollars, voire plus de 100 000 dollars. Default entre dans le shell PHP et supprime tout. Bien que cette information vienne du podcast Darknet Diaries, en compagnie de Default, cette histoire pose des questions. Darknet Diaries a essayé de demander à l'université si la dette était restée effacée, mais ils n'ont pas répondu. En général, les prêts étudiants ont plusieurs sauvegardes en ligne et hors ligne. Il devrait y avoir des copies papier des contrats de prêt signés par les étudiants. Cependant, Default a l'impression d'accomplir quelque chose à ce moment-là. Il y a une certaine montée d'adrénaline à commettre un crime, comme quand on a l'impression de faire une bonne chose. De plus en plus des hacks de Default sont motivés par l'altruisme, plutôt que par la simple curiosité. Aussi récemment qu'en 2014, la zoophilie était légale au Danemark. D'autres pays européens, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Suède, l'avaient récemment interdite. Ce que cela a entraîné pour le Danemark, c'est une hausse d'actes zoophiles. Pendant des années, des militants danois de la protection animale ont essayé d'attirer l'attention sur ce problème. Comme Default le décrit, lui et d'autres hackers d'AnonSec prêtent leurs compétences techniques au mouvement de défense des animaux.
Ils ont attaqué le site officiel du gouvernement danois en le vandalisant. Ils ont également fait tomber des sites zoophiles par des cyberattaques et ont tweeté des preuves d'animaux sexuellement maltraités. L'information a eu un énorme retentissement mondial et a été largement condamnée. Pendant que Default monte en compétences comme hacker, il devient aussi un adopteur précoce des crypto-monnaies. Il accumule une quantité significative de Bitcoin. Aujourd'hui, cela représente une somme astronomique, autour de 40 millions de dollars US. Il garde ses bitcoins sur un disque dur dans sa chambre. Il sait aussi qu'il se fait de puissants ennemis et devient un peu paranoïaque. Il ne se connecte jamais à son propre Wi-Fi et s'y connecte via une parabole satellite à un demi-kilomètre de là. Chaque fois qu'il éteint ses appareils, il s'assure qu'ils sont chiffrés. Quand il les rallume, il doit attendre 30 minutes pour qu'ils se déchiffrent. Pour la plupart, il ne dit à personne ce qu'il fait, car il a beaucoup à perdre. Mais finalement, cela ne suffira pas. En mai 2013, un contractuel américain du renseignement de 29 ans a lui aussi beaucoup à perdre. Il a sa propre maison à Honolulu et un salaire de plus de 200 000 dollars par an. Mais il a découvert un secret énorme et il est trop gros pour le garder. Le gouvernement américain a la capacité d'espionner à peu près n'importe quel homme, femme et enfant sur Terre ayant été en contact avec un ordinateur. Et ce contractuel a, sans le vouloir, contribué à rendre cette technologie possible. Il est hanté par cette information et horrifié que son gouvernement viole aussi gravement les droits civils du public. Il sait que révéler cela à quiconque constituerait des délits si graves qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Il s'inquiète de ne plus jamais revoir sa famille et il ignore quelles conséquences ils encouraient s'il dévoilait tout. Mais il doit le faire. Il a discrètement collecté des preuves de ce secret depuis un moment et vient de télécharger les derniers documents. Il dit à son employeur, le gouvernement américain, qu'il a besoin de quelques semaines de congé pour gérer son épilepsie. Cela lui achète un peu de temps pour quitter le pays sans éveiller de soupçons. Il choisit Hong Kong parce qu'il la considère comme un bastion de la liberté d'expression. Il croit que c'est l'un des rares endroits au monde qui pourrait et voudrait le protéger de la colère du gouvernement américain. Là-bas, il rencontre les journalistes et leur remet des preuves de ce qui était autrefois écarté comme une théorie du complot. Et ainsi, Edward Snowden devient l'un des lanceurs d'alerte les plus importants de notre époque moderne. Les révélations scandalisent le monde et déclenchent un débat longtemps attendu sur la vie privée individuelle. Il inspire de nombreux jeunes Américains comme Default et a jeté un regard critique sur le fonctionnement de leur gouvernement. Default ne veut pas rester passif et laisser la surveillance s'exercer sur lui. Il veut que les hauts responsables du renseignement sachent ce que ça fait. C'est à ce moment-là qu'il s'associe aux Crackers with Attitude, fondé par Kraka, le gamin qui est toujours défoncé. Angleterre, 2015. Nous sommes dans une cité résidentielle à la périphérie d'une ancienne ville minière endormie. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part se défoncer ou traîner en ligne. Dans le cas du jeune Kraka, il passe son temps à faire les deux. Il est en colère contre la corruption, contre la surveillance, mais en particulier contre l'implication des États-Unis au Moyen-Orient. Il se focalise tout particulièrement sur la Palestine et voit les États-Unis comme directement responsables des morts et des souffrances à Gaza. Il décide d'agir, et c'est à ce moment-là qu'il a créé un collectif appelé Crackers with Attitude. Il a commencé à pirater des documents sensibles en ligne, et une de ses premières victimes est James Clapper. Clapper, l'un des plus hauts responsables de la communauté du renseignement, avait son numéro de téléphone et son adresse qui se trouvaient à portée d'une simple recherche Google. Cela donne à Kraka assez d'informations pour pirater son courriel. Il publie la preuve sur Twitter, ce qui attire l'attention de Default. Kraka réussit ensuite à faire rediriger les appels vers le téléphone fixe de Clapper, puis vers le mouvement Free Palestine. Default tweet son respect à Kraka, et les deux commencent à échanger. Après cette attaque, James Clapper est interviewé. Il jure sous serment du Congrès de ne pas espionner illégalement des Américains ou espionner de manière indiscriminée les citoyens de n'importe quel pays. Kraka et Default sont furieux de voir Clapper mentir devant le monde entier et surtout sur sermon. Kraka et d'autres hackers s'associent pour cibler davantage de hauts responsables du renseignement. Ils veulent les embarrasser et leur montrer qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils le croient. En tête de leur liste se trouve John Brennan, chef de la CIA. Brennan, comme Clapper, a suffisamment d'informations en ligne pour pratiquement se doxer lui-même. Kraka retrouve son numéro de téléphone publié et découvre que c'est un numéro Verizon, une grande entreprise américaine de télécommunications. Il appelle le support technique interne de Verizon et se fait passer pour un technicien du site qui a du mal à aider un client. Le support technique demande à Kraka son code employé et il en invente un sur le champ. Et le pire, c'est que ça marche. Le technicien de support lui fournit l'identifiant de compte, le PIN et l'adresse email privée de John Brennan.
Si vous avez juste assez d'informations sur quelqu'un rassemblées à partir de sources différentes, son adresse et les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale, vous pouvez facilement changer les mots de passe de toutes sortes de comptes et en prendre le contrôle. Une fois dans le compte email, Kraka obtient le numéro de portable privé de Brennan et le partage avec Default. Et c'est ainsi qu'il commence à harceler le directeur de la CIA par des appels en masse, appelant sans relâche lui et sa famille. John Brennan est paniqué. À l'époque, personne ne savait qui se cachait derrière les appels, ni quelles étaient leurs intentions. Brennan doit se tenir à l'écart pendant un moment, caché avec des mesures de sécurité supplémentaires pour lui et sa famille. En même temps, l'intrusion de Kraka dans le mail de Brennan lui donne accès à des documents sensibles. Il publie les documents en octobre 2015, qui comprennent la fiche SF86 de 47 pages de Brennan, un formulaire sensible requis pour obtenir une habilitation de sécurité top secrète. Le formulaire révèle ses antécédents criminels, ses dossiers psychologiques, des abus passés de drogue et d'autres détails que personne ne voudrait voir en ligne. La brèche a coûté à l'agence plus de 1,5 million de dollars en dommages et en frais de relocalisation, car plusieurs opérateurs se sont mis à l'abri avant même de savoir qu'il n'y avait en réalité aucun niveau de menace. Avec le contrôle des comptes de Clapper et d'autres opérateurs, il est encore plus facile d'obtenir d'autres personnes qui livrent des informations, permettant d'accéder à d'autres comptes et bases de données. Ils obtiennent l'accès au compte du directeur adjoint du FBI, Mark Giuliano. Ils y découvrent une base de données contenant les informations personnelles de 9000 responsables du département de la justice et 20 000 agents du FBI. Ils obtiennent ensuite l'accès au système automatisé d'enregistrement commun du ministère de la Justice qui contient les dossiers de tous les prisonniers américains. Ils consultent les dossiers de hackers, comme Jeremy Hammond, et les publient également en ligne. Kraka sait que ces actions entraîneront des conséquences, mais il ne sait juste pas exactement lesquelles. Mais il aura très rapidement réponse à toutes ces questions. Tous ces hackings donnent à Default un sentiment de puissance. Il se sent intouchable et nourrit un sentiment de confiance incommensurable. Lui qui des années en arrière était paranoïaque et constamment inquiet pour son Bitcoin, finira par baisser sa garde. Un soir, Default et son ami traînent à boire et discuter sur Xbox Live. Pour la première fois de sa vie, il se laisse aller, arrogant et prétentieux. Ce soir-là, le hacking de la CIA tournait en boucle aux infos, et Default n'hésite pas à dire que tout ce bazar, c'est grâce à lui. Il n'aurait jamais pensé que son ami ferait quoi que ce soit avec cette information. Seulement quelques jours plus tard, des agents du FBI débarquent chez Default, juste au moment où son ordinateur termine de déchiffrer. Ils lui braquent des fusils d'assaut au visage et le sortent de sa chambre. Ils font une copie miroir de son disque dur avant qu'il ne se réplique, et voient tout son équipement. Default sait que c'est fini, mais le pire c'est de voir les agents emporter son disque dur qui contient près de 1000 bitcoins. Parallèlement, Kraka aussi se fait perquisitionner par la police britannique et ses ordinateurs sont confisqués. Étant donné que Kraka était mineur à ce moment-là, il a reçu une peine clémente. Il passa 2 ans en centre de détention pour mineurs et fut le premier mineur du Royaume-Uni à être emprisonné pour hacking. Aujourd'hui, il garde la tête basse et a renoncé au crime. Il veut juste faire carrière en cybersécurité et passer à autre chose. En revanche, pour Default, même s'il avait été moins impliqué, a payé un prix bien plus élevé. Il est allé directement en prison fédérale avec une peine de 5 ans d'emprisonnement. Il a dû verser 145 000 $ de restitution et en raison des règles du centre, a passé une part importante de ce temps en isolement.